À Lyon, l'hiver semble toujours un peu trop long. Les façades en pierre pâle prennent une couleur grise, la Saône se fait métal, et les gens pressent le pas, col relevé, yeux rivés au trottoir. Dans un appartement un peu trop petit du quartier Saxe-Gambetta, une femme se bat avec un sac à dos qui refuse de se fermer. « Léo, je te jure, si tu rajoutes encore une voiture dans ce sac, il explose. » grogne-t-elle. « Mais c'est ma préférée », proteste un petit garçon aux cheveux bruns ébouriffés. Clara Martin ferme les yeux, respire et attrape la voiture. On en prend une seule. C'est la règle. Mais, une. Léo croise les bras, boude 2 secondes, puis capitule. Celle-là, alors, dit-il en choisissant une petite rouge. Clara referme enfin le sac, le pose près de la porte avec les bottes et l'écharpe. Bon, on a le sac, la gourde, le cahier de liaison. Elle jette un coup d'œil à l'horloge. Et on est encore en retard. Génial. À 34 ans, Clara a l'impression de courir en permanence. Entre son travail, les factures, l'école, les devoirs, les nuits où Léo fait encore des cauchemars, et les fins de mois qui arrivent toujours trop tôt. Elle est mère célibataire depuis que Léo a 2 ans. Avec son ex, Nicolas, ça avait commencé comme une belle histoire banale. Des sorties, des fous rires, une colocation dans un studio trop petit, des projets pas très clairs, mais des « on verra bien » qui semblaient suffisants. Puis Léo est arrivé. Et avec lui, les réalités. Nicolas aimait son fils, oui, mais il aimait aussi beaucoup les jeux en ligne, les paris sportifs, et l'idée vague qu'il allait bien finir par trouver un truc. Les trucs n'étant jamais trouvés, les dettes se sont accumulées. Les tensions aussi. Le jour où un huissier a sonné à la porte pour saisir la TV et le canapé, Clara a regardé son fils jouer par terre avec une petite voiture rouge et s'est dit « Lui, je ne veux pas qu'il grandisse là-dedans. » Elle a fait ses valises, pris Léo sous le bras, accepté un poste à temps partiel dans une petite agence d'événementiel solidaire, et s'est juré de ne plus jamais dépendre d'un homme pour payer le loyer. Depuis, elle cumule. Organisation d'événements pour des associations, freelance en communication, cours de pâtisserie le samedi, pour arrondir les fins de mois. Elle aime ce qu'elle fait, mais son compte en banque, lui, ne l'aime pas toujours. Maman, Léo la rappelle à la réalité. Oui, aujourd'hui, c'est la sortie au musée. Tu as signé le papier? Clara claque la main sur son front. Le papier. Elle fonce vers le frigo, arrache l'autorisation de sortie encore aimantée, signe en vitesse. Voilà. Elle tend le papier à Léo, pousse la porte de l'appartement, attrape ses clés. On y va. Et cette fois, on ne s'arrête pas pour regarder les pigeons, d'accord? Mais ils sont beaux, les pigeons. Les pigeons seront toujours là demain. Ta maîtresse, si on arrive encore en retard, j'en suis moins sûr. Ils descendent les escaliers en courant, sortent dans le froid sec de la rue. Clara ne sait pas encore que ce jour-là, quelque part, dans un bureau à quelques kilomètres de là, quelqu'un prend une décision qui va bouleverser sa vie. De l'autre côté de la ville, au dernier étage d'un immeuble de verre qui donne sur la Part-Dieu, un homme fixe un document avec une expression entre la colère et le découragement. Alexandre Delcourt, 42 ans, PDG du groupe Aldea Hotels. Dans la presse économique, on parle de lui comme d'un visionnaire discret. Il a repris le groupe familial à la mort de son père, l'a modernisé, développé une branche d'éco-hôtel, digitaliser les réservations. Dans la réalité, il passe surtout beaucoup de temps à regarder des chiffres, à calmer des actionnaires, à gérer des crises, tout en essayant d'être à la maison à 10 à 9 heures pour le bain. Sur son bureau, à côté des contrats, une photo, une petite fille rousse, dentier incomplet, yeux qui pétillent. Zoé, 6 ans et demi. Sa fille, son encre, son urgence permanente. Parce qu'en plus de diriger un groupe hôtelier,
Alexandre est père célibataire depuis 3 ans. La mère de Zoé, Ariane, est partie après une longue bataille silencieuse. Un burn-out, une dépression, un sentiment d'étouffement, un « je n'y arrive plus », pas comme ça. Ils avaient décidé ensemble qu'Ariane prendrait du recul, partirait quelques mois chez sa sœur à l'étranger. Les mois sont devenus des années. Les appels se sont espacés. Zoé a un peu de mal à prononcer le mot « maman » sans que ça lui serre la gorge. Alexandre, lui, s'est accroché. Il a tout mis dans 2 choses, son travail et sa fille. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les 2 finiraient par entrer en collision frontale. « Tu ne peux pas ignorer ça, Alex », dit une voix en face de lui. Hélène, avocate d'affaires et amie de longue date, repose le document qu'elle vient de lui faire signer. « Je n'ignore pas », répond-il. « J'essaie encore de digérer. » Sur le document, en lettres froides, notification d'intention, conseil d'administration, modification de gouvernance. En résumé, le conseil d'administration, sous l'influence d'un oncle ambitieux, estime que la vie personnelle d'Alexandre met en péril la stabilité de la direction. Traduction. Un PDG seul, avec un enfant, qui refuse certains déplacements et adapte ses horaires, ça ne fait pas sérieux aux yeux de nos partenaires. Et surtout, il y a la clause, la fameuse clause que son père, homme de l'ancien monde, avait fait insérer dans les statuts il y a des années, persuadé de protéger la famille. « Rappelle-moi », dit Alexandre, même si Hélène sait qu'il connaît chaque mot par cœur. En cas de situation jugée instable par le Conseil divorce, scandale, incapacité, supposée à assurer la représentation du groupe, celui-ci pourra exiger, pour le maintien à la direction, des garanties de stabilité familiale et sociale. Elle referme le dossier. Concrètement, reprend-elle, il te donne 6 mois pour prouver que tu entres dans la case stabilité. Et sinon, ils peuvent forcer ta démission et vendre une partie des actifs à un fonds étranger qui piaffe déjà d'impatience. Il passe une main sur son visage. Tu te rends compte de l'absurdité? On parle de ma vie privée comme d'un paramètre à ajuster. Je sais, soupire Hélène, mais tu savais aussi que ton père aimait les clauses archaïques. Il croyait vraiment qu'un PDG sans épouse ne peut pas tenir? Disons qu'il pensait qu'une image de famille unie rassure le marché, répond-elle. Elle le regarde. La question maintenant, c'est « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il éclate d'un rire sans joie. « Que veux-tu que je fasse? Que je me trouve une femme en urgence pour cocher une case ?» Hélène le fixe, silencieuse. Il comprend à son regard qu'elle n'est pas là que pour annoncer une mauvaise nouvelle. « Hélène, écoute », commence TL. Juridiquement, cette clause est contestable, mais le procès prendrait des mois, des années peut-être. Pendant ce temps, ils peuvent te mettre au placard. Et il existe d'autres solutions. Il fronce les sourcils. Quel genre de solution? Tu ne vas pas aimer, prévient-elle. Vu la matinée que je vis, je crois que le niveau est déjà haut. Elle prend une inspiration. Ils veulent une épouse, une image de stabilité. Elle le regarde droit dans les yeux. Alors donne-leur une épouse. Il se fige. Tu es en train de me dire de contracter un mariage, oui. Un mariage arrangé, disons. Le mot reste suspendu. Tu sais que ce n'est pas une comédie romantique, répond-il, agacé. Justement, dit-elle, on parle d'un contrat, d'un accord, 2 adultes, consentants, qui y trouvent chacun un intérêt. Et quel intérêt aurait l'autre personne? Un logement, une sécurité, un revenu, peut-être. Elle marque une pause. Tu n'imagines pas le nombre de femmes en galère que je croise dans mes dossiers, Alex. Mères solo, précaires, coincées dans des situations où un peu de stabilité économique changerait tout. Il se renfrogne. Je ne veux pas acheter quelqu'un. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, répond-elle, ferme. Il s'agit d'un échange clair.
Tu offres une sécurité matérielle, elle t'offre une stabilité d'image. Elle ajoute plus bas et peut être un peu plus si affinité. Mais ça, aucun contrat ne peut le garantir. Il se lève, fait quelques pas jusqu'à la baie vitrée. La vue sur la ville ne le calme pas. Tu connais quelqu'un ? Finit-il par demander. J'ai quelques pistes. Tu as déjà réfléchi à ça. Je n'ai pas attendu la lettre du conseil pour voir venir les ennuis, avoue-t-elle. Il se tourne vers elle. Je ne veux pas d'une femme qui fait semblant pour des photos, lâche-t-il. Alors il faut être honnête dès le début, répond Hélène. Faire un contrat clair, avec une durée, des conditions, des garde-fous. Elle se penche vers lui. Alex, ce mariage, ce serait peu. Être la chose la plus cynique que tu aies jamais faite. Il sourit amèrement. Tu vends bien le truc. Mais c'est aussi peu, être ce qui te permettrait de garder l'entreprise, les emplois, les projets que tu as lancés, et d'éviter qu'on vienne fourrer leur nez dans la garde de Zoé. Ils se crispent. Ils oseraient, ils pourraient argumenter que tu n'es pas assez disponible, rappelle-t-elle. Le mot tombe comme un coup près. Zoé. L'idée de la perdre, même en partie, lui coupe le souffle. Réfléchis, conclut Hélène. Je ne te dis pas que c'est la seule solution, je te dis que c'en est une. Quand elle sort du bureau, Alexandre reste longtemps immobile. Il regarde la photo de Zoé. Un mariage contractuel, murmure-t-il. Ça sonne faux, froid, presque indécent. Et pourtant, une petite voix en lui chuchote. Si c'est ça ou tout perdre, il ignore encore que quelque part, dans un petit appartement de Saxe-Gambetta, une femme est en train de se demander comment elle va payer la facture d'électricité, et que leurs routes, sous prétexte de contrat, vont bientôt se croiser pour de bon. Une semaine plus tard, Clara est assise au café du coin avec sa meilleure amie, Inès, une grande brune au rire contagieux. Entre elles, 2 cafés et une facture EDF, posée comme un intrus au milieu de la table. « Tu ne peux pas continuer comme ça, lâche Inès. »« Merci, ça va mieux maintenant, » ironise Clara. « Je suis sérieuse, » insiste Inès. « Tu bosses comme une folle. Tu fais des gâteaux pour des ateliers, des plans de com pour des assos, des animations dans des centres sociaux, et à la fin du mois, tu comptes encore les pièces. Tu sais que Léo croit que le 20 du mois, c'est une fête, parce que c'est le jour où je dis « on serre les fesses jusqu'à la fin ». Inès éclate de rire. Tu vas finir par l'emmener en thérapie avec toi. Clara sourit, un peu lasse. Je n'ai pas le temps pour une thérapie, ni l'argent. Inès remue son café. Tu n'as pas envie de changer d'échelle ? D'échelle, de boulot, de vie. Clara hausse une épaule. Tu veux que je fasse quoi ? Que je retourne chez mon ex, qu'on laisse les huissiers nous refaire une déco ? Non, soupire Inès. Elle sort son téléphone. Je veux que tu envisages ça. Elle lui tend l'écran. Clara lit. Proposition atypique, accord de vie commune, mariage contractuel. Homme 40+, situation stable, recherche partenaire pour union contractuelle, durée à définir, dans le respect et la transparence. Apport, logement, sécurité financière, co-construction d'un foyer stable. Recherche, personne honnête, sens des responsabilités, prête à s'engager dans un projet familial, même sans base amoureuse au départ. Détails à discuter en rendez-vous, via intermédiaire juridique, confidentiel, sérieux uniquement. Elle relève les yeux. C'est une blague ? Non, répond Inès. C'est passé par un réseau d'avocats, de ceux que m'a dit une connaissance. Un mariage contractuel ? Tu as déjà vu un mariage qui ne l'est pas contractuel ? Réplique Inès. Clara secoue la tête. Tu es folle. Je n'ai pas dit « fais-le ». J'ai dit « réfléchis ». Elle ajoute « plus douce ». Léo grandit. Il te voit courir, t'épuiser.
Il mérite de te voir aussi souffler un peu. Et moi, je mérite quoi? Tu mérites de ne pas te réveiller tous les matins en te demandant si ton compte va passer au-dessus ou en dessous de 0, répond Inès. Clara regarde de nouveau le texte. Tu crois que c'est un vieux monsieur bizarre qui collectionne les femmes comme des timbres? Possible, dit Inès, en haussant les épaules. Elle sourit. Mais ma source m'a dit que c'est un type plutôt jeune, veuf ou séparé, avec une fille. PDG, apparemment. PDG, répète Clara. Elle se revoit, quelques années plus tôt, quand Nicolas parlait des riches qui ne savent pas ce qu'est une facture. Un PDG ne sait pas ce que c'est que d'avoir peur d'un prélèvement, murmure-t-elle. Peut-être pas, mais il sait gérer des trucs compliqués, non? Clara soupire. Tu te rends compte de ce que tu me proposes? Te proposer un entretien, pas un mariage, corrige Inès. Tu le rencontres. Tu vois si c'est un psychopathe ou pas. Tu dis non si ça ne te convient pas. Elle ajoute, plus sérieux. Tu as le droit d'étudier les options, Clara. Ce n'est pas trahir tes principes que de regarder ce qu'on te propose. Le mot trahir la pique. Elle pense à Léo, à ses yeux, quand il demande « Pourquoi papa ?» Il ne vient plus. Elle pense à la fois où la carte bleue a été refusée au supermarché et où elle a dû reposer des yaourts et un paquet de pâtes sous le regard du caissier. Elle prend une inspiration. « D'accord, » dit-elle à contre-cœur. « D'accord ? D'accord pour un rendez-vous. Justin. » Inès sourit. Je t'accompagnerai jusqu'à la porte, et si tu ne m'envoies pas un SMS toutes les 10 minutes, j'appelle la police, plaisante-t-elle. Clara lève les yeux au ciel, mais son cœur bat un peu plus vite. Le rendez-vous a lieu dans un cabinet d'avocats du 6 arrondissement, quelques jours plus tard. Clara a mis sa seule robe un peu chic, une robe bleu nuit qui date d'un mariage auquel elle avait été invitée 10 ans plus tôt. Elle se sent déguisée. « Respire » lui murmure Inès devant la porte. « Je respire » répond Clara. « Tu n'es pas obligée de dire oui à quoi que ce soit. »« Je sais. » Elle inspire profondément. Pousse la porte. L'accueil est sobre, le marbre froid. Une assistante les conduit dans une salle de réunion. Maître Durand va vous rejoindre. Quelques minutes plus tard, une femme brune en tailleur, la quarantaine, entre avec un dossier sous le bras. « Bonjour, je suis Hélène Durand, avocate de Monsieur Delcourt. » Elle serre la main de Clara, puis celle d'Inès. Monsieur Delcourt, lui, arrivera un peu plus tard. « J'aimerais d'abord vous expliquer le cadre. » Clara hausse un sourcil. « Le cadre ? Oui. » Hélène s'assoit, ouvre le dossier. « Je vais être très direct. Ce qui est proposé ici n'est pas un mariage d'amour dans le sens traditionnel. C'est un accord. » Elle sort un document avec des titres soulignés. Une union sur une durée déterminée, avec des engagements des deux côtés. Clara écoute, un peu sonnée, tandis qu'Hélène détaille. Monsieur Delcourt s'engagea. Fournir un logement à Lyon, adapté pour 2 adultes et éventuellement des enfants. Assurer une sécurité financière. Une allocation mensuelle, la prise en charge de certains frais cantine, activités des enfants, mutuelle. Impliquer la personne dans la vie familiale de sa fille, Zoé, dans le respect mutuel. En échange, poursuit Hélène, la personne s'engage à résider avec lui et sa fille, officiellement en tant qu'épouse, participer à l'image publique de stabilité familiale, événements, photos si nécessaire, maintenir la confidentialité sur le caractère contractuel de l'accord. Clara serre les mains. Et les sentiments, là-dedans, lâche, elle, presque malgré elle. Hélène la regarde avec une douceur inattendue. Ils ne sont pas une condition de départ. Elle marque une pause. Mais ils ne sont pas interdits non plus. Clara sent son estomac se nouer. La durée ? demande-t-elle. 1 an renouvelable, explique Hélène. Avec possibilité de résilier par consentement mutuel et des clauses pour vous protéger, vous.
Elle appuie le « vous ». Je ne laisserai jamais ma cliente potentielle entrer dans une situation qui la mettrait en danger, ajoute-t-elle. Cliente? Si vous acceptez, je deviendrai votre avocate aussi. Je ne représente pas que M. Delcourt. Je sais que ce genre d'accord peut vite tourner au déséquilibre. Clara est déstabilisée. Elle s'attendait à un piège, pas à une femme qui lui parle de protection. Et lui? demande-t-elle. Qui est-il exactement? PDG d'Aldea Hotels, 42 ans, père d'une petite fille de 6 ans, séparé. Pourquoi il fait ça? Parce que sa position est menacée s'il ne prouve pas sa stabilité familiale, répond Hélène sans tourner autour du pot. Elle ajoute, et parce qu'il refuse de laisser des requins prendre le contrôle de l'entreprise et, par ricochet, de la vie de sa fille. Clara hésite. Je veux le voir, dit-elle finalement. Bien sûr. Hélène se lève. Je vais le faire entrer. Quand elle sort, Clara se tourne vers Inès. Je panique. C'est normal, répond Inès. Si tu ne paniquais pas, ce serait inquiétant. La porte se rouvre. Alexandre entre. Il est en chemise, sans cravate, veste sombre, l'air plus fatigué que sur les photos qu'on voit parfois dans la presse économique. Il a des yeux clairs, des cernes et un léger mouvement de recul en voyant qu'elles sont deux. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répond Clara. Hélène reprend sa place. « Je vous laisse vous présenter », propose-t-elle. Alexandre s'assoit, pose les mains à plat sur la table. « Je m'appelle Alexandre Delcourt », dit-il. « J'ai une fille, Zoé. Je dirige le groupe Aldea Hotels. » Il cherche ses mots. « Je ne suis pas habitué à ce genre de démarche, » avoue-t-il. Un petit rire nerveux lui échappe. « Je tiens à préciser une chose. Je ne cherche pas une femme de chambre de luxe, ni une illustration à poser sur des photos. » Il regarde Clara droit dans les yeux. « Je cherche quelqu'un qui accepterait de construire un foyer stable avec moi et ma fille, même si au départ, ce foyer commence par un contrat. » Clara soutient son regard. « Et vous pensez que ça se construit comme ça? Je pense que beaucoup de couples se marient sans se poser la moitié des questions qu'on est en train de poser, » répond-il. Il prend une inspiration. « Je pense aussi que deux adultes qui se le disent clairement dès le début, on peut être plus de chances de ne pas se détruire en route. » La phrase touche quelque chose en elle. « Vous avez été déjà marié? »« Oui. »« Ça s'est mal fini? »« Ça s'est fini tristement, » dit-il. Il ne s'étend pas. « Et vous? »« Non marié, » répond-elle. Elle se racle la gorge. « Mais j'ai donné dans les hommes qui promettent beaucoup et payent les factures jamais. » Il laisse échapper un sourire discret. « Alors on va mettre les promesses noir sur blanc, » propose-t-il. Elle l'observe. Il a l'air sincère. Ça la rassure autant que ça l'effraie. « Je ne cherche pas à être sauvée, » prévient-elle. « Je ne cherche pas à sauver qui que ce soit, » répond-il. Il marque une pause. Mais il se trouve qu'on peut être se rendre service. Silence. « Et les enfants ?» demande-t-elle. « Tu as un enfant ?» Le « tu » lui échappe. Un garçon, Léo. 7 ans. « Alors c'est tous les 4 qu'il faut envisager les choses, » dit-il simplement. Il regarde Hélène. « On peut prévoir une période d'essai? Ce n'est pas un CDD, Alex, » soupire-t-elle. « Je ne veux pas qu'on se retrouve à vivre ensemble du jour au lendemain, sans savoir si ça coince, se justifie-t-il. » Clara intervient. « On pourrait. » Elle cherche. « On pourrait commencer par des week-ends. Des temps chez toi, des temps chez moi. Voir si les enfants s'entendent. » Elle se surprend à dire « les enfants », comme si c'était déjà un groupe. « Et si ça se passe mal, alors on arrête tout, » tranche-t elle. Elle le regarde droit dans les yeux. « Je ne ferai pas vivre à Léo une situation bancale. » Il hoche la tête. « Moi non plus pour Zoé. » Ils se taisent. Hélène prend la parole. « On peut formaliser ça, dit-elle. » Elle griffonne sur un coin de feuille. Phase 1.
Rencontre progressive, sans cohabitation. Phase 2. Cohabitation test. Phase 3. Mariage civil, si tout le monde est d'accord. Clara a l'impression de lire le plan d'un projet professionnel. Sauf que le projet, c'est sa vie. « Je peux réfléchir ?» demande-t-elle. « Bien sûr », répond Alexandre. Il sort une carte de sa poche. « Voici mon mail personnel. Si tu veux me poser des questions, » elle prend la carte. « Et si je refuse, alors on aura juste passé une drôle de matinée, » dit-il. Il sourit, un peu triste. « Et je chercherai une autre solution. » En sortant du cabinet, Clara se sent étourdie. « Il est pas comme je l'imaginais, » murmure-t-elle à Inès. « Tu l'imaginais comment? Froid, arrogant. » Elle secoue la tête. Il a l'air fatigué et sincère. De retour chez elle, le soir, elle regarde Léo jouer avec sa voiture rouge sur le tapis. « Maman? Oui? Tu es fatiguée ?» Elle éclate de rire. « Tout le temps. Moi aussi, des fois. Je suis fatiguée de t'attendre quand tu rentres tard, » avoue-t-il. La phrase lui transperce le cœur. Cette nuit-là, elle ne dort pas beaucoup. À 2 heures du matin, elle se lève, ouvre son ordinateur, regarde la carte d'Alexandre. Elle écrit « Je ne sais pas encore ce que je vais répondre, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ce que vous proposez. » Elle s'attend à une réponse le lendemain. Elle la reçoit 10 minutes plus tard. D'abîmer encore quelqu'un. Et vous? Elle hésite. De me perdre et de perdre Léo. Alors on va mettre toutes nos forces à ne pas laisser ça arriver. Elle regarde l'écran longtemps. Puis elle se dit que, peut-être, signer un contrat n'est pas toujours ce qui abîme le plus. Parfois, ce sont les promesses qu'on n'a jamais osé dire qui font le plus de dégâts. Il commence par des samedis après-midi. Un premier au parc de la Tête d'Or. Neutre, public, peu engageant. Clara arrive avec Léo, un sac à dos rempli de gouttières au cas où. Alexandre est déjà là, Zoé à la main. Zoé, petite rousse aux taches de rousseur, serre un lapin en peluche contre elle. « Bonjour », dit timidement la petite. « Bonjour », répond Léo. Clara et Alexandre échangent un regard. « Vous voulez aller voir les girafes ?» propose Clara. « Oui. » Les enfants partent presque tout de suite en courant vers l'enclos, comme si la gêne n'avait existé que pour leurs parents. Ils passent le reste de l'après-midi à marcher entre les animaux, le lac, les manèges. Clara observe Alexandre. Il se penche pour être à la hauteur de Zoé quand elle parle. Il ne sort pas son téléphone de sa poche. Il propose de payer les tours de manège sans en faire un geste de prince. Alexandre, lui, observe Clara. Elle prépare les gouttières pour les 2 enfants, sans faire de différence. Elle a un rire qui sort quand Léo fait des blagues nulles. Elle prend le temps de rassurer Zoé quand un canard s'approche trop près. À la fin de la journée, Léo lâche en remontant dans le tram. « Je l'aime bien, Zoé. » Clara sourit. « Elle a dit que tu étais trop fort pour grimper aux arbres, » répond-elle. Les semaines suivantes, ils alternent. Un brunch chez Alexandre, un goûter chez Clara, un cinéma, un après-midi crêpes. Petit à petit, les enfants s'habituent à la présence de l'autre. Un dimanche, alors qu'ils sont tous les 4 chez Alexandre, Zoé lâche soudain. « Maman, elle ne fait pas des crêpes aussi bonnes. » Un silence tombe. Clara se fige. Alexandre aussi. Zoé comprend trop tard ce qu'elle vient de dire. « Pardon, papa !» Il s'approche, s'accroupit. « Ce n'est pas grave, ma puce, » dit-il doucement. Il jette un coup d'œil à Clara, qui ne dit rien. « On peut aimer les crêpes de plusieurs personnes, tu sais. » Zoé hoche la tête, les yeux un peu humides. Le soir, quand les enfants sont couchés, Alexandre rejoint Clara sur le balcon. « Désolé pour tout à l'heure, » murmure-t-il. « Pourquoi ? Je sais que ça peut être délicat quand on parle de maman alors que tu es là. » Elle regarde la ville. « Je ne remplacerai jamais Ariane, dit-elle simplement. « Je ne te le demande pas, »
répond-il. Elle ajoute, plus bas, mais je peux être là. Il la regarde. Cette phrase-là, pour lui, a plus de poids que toutes les signatures. Au fil des mois, ils apprennent aussi à se découvrir en dehors des enfants. Certains soirs, quand Léo est chez Inès et Zoé chez la sœur d'Alexandre, ils se retrouvent dans un petit bistrot du Vieux Lyon. Ils parlent de tout, du père d'Alexandre, qui confondait amour et contrôle, de la mère de Clara, qui a élevé 3 enfants seuls et a fini par tomber malade d'épuisement, des hôtels, des clients exigeants qui râlent parce que la vue n'est pas assez instagrammable, des assos que Clara aide à organiser des soirées de soutien. Un soir, Clara lâche. « Tu sais que je t'ai googlé, hein ?» Il éclate de rire. « Je m'en doutais un peu. Ton nom sort partout. Photos, interviews, le PDG qui réinvente l'hôtellerie française. C'est un peu exagéré, répond-il. Par contre, j'ai remarqué qu'on ne parle jamais de Zoé. C'est volontaire, dit-il. Tu veux la protéger. Oui, il se redresse. Je veux aussi te protéger. Toi, maintenant. Elle fronce les sourcils. Moi, si on va au bout de ce mariage, tu vas te retrouver exposé. Les gens adorent critiquer la femme qui arrive après. Elle soupire. Ils n'ont pas tort. Quelque part. Il se crispe. Tu crois que tu arrives pour profiter ? Je crois que des gens vont le penser, corrige TL. Une mère solo de la classe moyenne qui épouse un PDG, c'est un cliché de tabloïd. Il secoue la tête. Tu n'es pas un cliché. Il la regarde avec intensité. Et tu ne profites de rien. On a posé les choses ensemble. Elle se rend compte à ce moment-là combien il tient à ça, qu'elle n'ait jamais l'impression d'être une intruse, une assistée. C'est peu. Être ce qui commence à fissurer ses défenses. 6 mois après leur première rencontre, Hélène les convoque. « Nous avons respecté la phase 1 et 2, dit-elle. Elle coche mentalement. Les enfants s'entendent bien. Vous avez testé la cohabitation 2 semaines pendant les vacances. Personne n'a fini enfermé dans un placard. Clara rit. C'est ton seuil de réussite, ça ? C'est un début, répond Hélène. Elle devient plus sérieuse. Est-ce que vous voulez poursuivre ? Elle ne dit pas passer à l'étape 3. Elle ne prononce pas le mot mariage. C'est Clara qui le dit. Est-ce que je veux t'épouser ? demande-t-elle en regardant Alexandre. Il soutient son regard, sans fuir. Je ne te demanderai pas de m'aimer, répond-il. Elle serre les mâchoires. Tu crois que tu peux m'épouser sans te poser la question, toi ? Il sourit, triste. J'ai peur de te dire que je m'attache déjà. Le silence là est plein de choses. Clara sent son cœur accélérer. J'ai peur de m'attacher à toi, à Zoé, dit-elle à son tour. Elle pense à Léo, à son petit regard qui s'accroche à Alexandre quand il vient le chercher à l'école. Et j'ai peur de ce que ça fera à Léo si ça casse. Alexandre prend une inspiration. Je ne peux pas promettre que ça ne cassera jamais, dit-il. Son honnêteté la désarme. Mais je peux promettre que je ne partirai pas du jour au lendemain en claquant la porte, que si quelque chose se fissure, on ira en parler. Avec Hélène, avec une psy, avec qui tu veux. Il ajoute, plus bas. Je refuse que nos enfants vivent une deuxième fois ce qu'ils ont déjà vécu. Elle a les yeux qui piquent. Tu es en train de faire la cour la plus bizarre de l'histoire, murmure-t-elle. C'est un peu notre marque de fabrique, non ? répond-il. Elle éclate de rire malgré les larmes. D'accord, dit-elle enfin. D'accord, d'accord pour ce mariage. Elle se tourne vers Hélène. Mais je veux qu'on réécrive certains passages du contrat. Lesquels ? Ceux qui parlent d'image. Je veux qu'on ajoute les mots respect et consentement à chaque ligne. Alexandre sourit. Ça me va. Et je veux une clause qui dit que si, un jour, on décide de rester marié, même si ton conseil ne pose plus problème, ce ne sera plus un contrat, ce sera juste nous. Hélène hoche la tête, les yeux brillants d'un éclat amusé. Je peux vous le rédiger, ça.
Le jour où il se marie à la mairie de Lyon-Troise, c'est simple. Pas de robe de princesse, pas de 100 invités. Clara porte une robe crème qu'elle a trouvée dans une petite boutique de la rue de la République. Alexandre, un costume bleu foncé. Léo et Zoé ont des chaussures qui grincent sur le carrelage de la mairie. « Vous êtes sûr ?» murmure Inès, en ajustant le col de Clara. « Non », répond Clara sincèrement. « Tu peux faire demi-tour. »« Je sais. » Elle regarde Alexandre, qui parle avec Zoé et Léo, en leur expliquant ce qu'est un registre. « Mais pour la première fois de ma vie, je signe quelque chose pour me donner une chance, » dit-elle. Les mots l'étonnent elle-même. Quand le maire dit « Consentez-vous à prendre pour époux ?» Elle répond « Oui ». La voix lui tremble un peu, mais ce n'est pas de peur. C'est autre chose, quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Ils auraient pu en rester là. Un mariage discret, un foyer qui se construit, des enfants qui s'habituent aux on est 4 maintenant. Et petit à petit, quelque chose qui ressemble à de l'amour qui s'installe sans qu'on ose le nommer. Pendant un temps, c'est exactement ce qui se passe. Clara découvre la vie dans un grand appartement lumineux du 6, avec une chambre pour Léo et une pour Zoé. Un salon où ils peuvent organiser des soirées pyjama, une cuisine où elle s'éclate à faire des gâteaux. Elle continue à travailler, à temps partiel d'abord, avec la possibilité de dire non à certains projets pour souffler. Elle découvre aussi le monde d'Alexandre, les dîners avec des partenaires, les galas, les réunions stratégiques. « Tu n'es pas obligé de venir », lui dit-il souvent. « J'ai envie de voir », répond-elle. Elle se sent parfois comme une intruse, mais de moins en moins. Quand les regards se posent sur elle, elle pense aux mots d'Hélène. « Tu n'as pas à t'excuser d'être là ». Alexandre, lui, découvre la vie avec quelqu'un qui remplit les silences sans les étouffer. « Tu sais que tu as une mauvaise foi redoutable », lui dit un jour Clara en pliant le linge. « Moi, tu te plains que tu n'as jamais de temps pour toi, mais dès que tu en as, tu cherches du travail pendant ton temps libre. » Il rit. « Je suis en sevrage de surmenage. On devrait inventer des patchs, comme pour la cigarette. Les enfants, eux, s'adaptent avec cette souplesse que les adultes oublient parfois qu'ils ont. » Zoé commence à dire Clara avec une affection tangible. Léo parle d'Alexandre comme de Alex au début, puis un jour, sans qu'on lui demande, lâche un papa Alex qui serre la gorge de tout le monde. Tout n'est pas simple. Il y a des soirs où Clara se sent de trop dans les souvenirs évoqués d'Ariane. Des jours où Alexandre a du mal à accepter que Léo parle encore de Nicolas, son père biologique, qui revient de temps en temps comme un courant d'air. Mais ils parlent, ils se disputent, ils se réconcilient. Ça ressemble à une vraie famille. Peut être parce que c'en est une, malgré le départ contractuel. La crise, pourtant, finit par surgir. Elle prend la forme d'un article. Un mardi matin, Hélène débarque dans le bureau d'Alexandre, le journal à la main. « Dis-moi que tu n'as pas vu ça. » Il lève les yeux. « Quoi ?» Elle pose le quotidien devant lui. Titre en une. Le PDG d'Aldea Hotels et son épouse. Un mariage arrangé? Son sang se glace. L'article détaille. La clause du conseil d'administration, la situation d'Alexandre avant le mariage, le parcours de Clara, présentée comme mère célibataire modeste devenue soudain épouse de PDG. Des sources internes qui parlent d'accords pragmatiques. Alexandre lit, la mâchoire de plus en plus serrée. « Qui a fait fuiter ça ?» gronde-t-il. « Je peux te faire un dessin ?» répond Hélène. L'oncle, le conseil, ceux qui n'ont jamais accepté sa façon de faire. Ils veulent te décrédibiliser, analyse Hélène. Et ils n'hésitent pas à s'attaquer à Clara au passage. Lâcheté-il, furieux. Dans le même temps, Clara dépose les enfants à l'école quand Inès l'appelle. « Ne regarde pas les réseaux, » dit-elle sans préambule. « Trop tard, » répond Clara, la voix blanche.
Son téléphone vibre encore de notifications. Dans un groupe de parents d'élèves, quelqu'un a partagé l'article. « Ah, la maîtresse des pauvres qui épouse le PDG, on dirait un feuilleton. C'est toujours les mêmes qui tombent sur leurs pattes. » Clara sent sa gorge se serrer. À midi, devant l'école, quelques regards se font plus insistants. Une mère qu'elle connaît à peine lance d'une voix faussement légère. « Alors, on avait bien caché son jeu, hein ?» Clara sourit froidement. « Je ne savais pas que ma vie privée faisait partie du bulletin scolaire, » répond-elle. Le soir, à table, Léo demande « Maman, c'est vrai que tu t'es mariée pour l'argent ?» La phrase lui arrache le cœur. « Qui t'a dit ça ?» Les grands au centre de loisirs. Il la regarde, inquiet. « C'est vrai ?» Elle ferme les yeux une seconde. « Je me suis mariée pour plusieurs raisons, » répond-elle doucement. Elle prend sa main. « Pour avoir un foyer plus stable pour toi, pour qu'Alex et Zoé restent avec nous. Et parce qu'au fil du temps, elle cherche les mots. J'ai commencé à aimer notre vie avec eux. » Léo réfléchit. « Mais au début, c'était pour un papier ?» Elle ne veut pas lui mentir. « En partie, oui. C'est bizarre, dit-il. Très, admet-elle. Mais maintenant, c'est plus juste du papier ?» Elle pense à la façon dont son cœur bat quand Alexandre rentre, à la façon dont elle s'inquiète s'il ne donne pas de nouvelles. « Non, dit-elle. Maintenant, c'est nous. » Il semble se contenter de ça. Clara, elle, a plus de mal. Le soir, quand Alexandre rentre, elle l'attend dans le salon, le journal sur la table basse. « Tu as vu ?» demande-t-elle. « Oui, c'est toi qui leur as parlé. » Il se fige. « Évidemment que non, mais c'est ton monde, tes gens, ta presse. » Lâche-t-elle, la colère montant. « Ce sont aussi ceux qui veulent ma peau, » rectifie-t-il. « Sauf que c'est la mienne qu'ils déchirent en passant, » réplique-t-elle. Elle attrape le journal, le secoue. « Tu as lu comment ils me décrivent ? Jeune femme de milieu modeste, qui a su saisir l'opportunité. » Elle éclate. « Comme si j'étais une opportuniste, une profiteuse. »« Tu ne l'es pas, » répond-il aussitôt. « Tu le sais, toi. Mais eux ?» Ses yeux brillent de rage et de peine. « Tu te rends compte de ce que tu m'as demandé, Alexandre ? Je t'ai tout dit dès le début, » se défend-il. « Non, tu ne m'as pas dit que toute la France pourrait le lire dans un article. » Elle a la voix qui monte. « Je me suis battue pour ne plus dépendre d'un homme, pour ne plus être la fille de, la femme de, celle qui a besoin. Et là, je lis que je suis celle qui a su profiter d'un mariage contractuel. » Elle se lève d'un bond. « J'ai honte, » murmure-t-elle. « De quoi ? De ce que Léo pourra lire plus tard. De ce que Zoé devra peu être expliqué. » Alexandre s'approche. « On va gérer ça. On va communiquer. »« Communiquer ?» répète-t-elle, incrédule. « Expliquer notre version, précise-t-il. »« Notre version ?» Elle secoue la tête. « Notre version, c'est qu'on a signé un contrat pour répondre à une clause archaïque. » Elle plante son regard dans le sien. « Tu te rends compte que ça ressemble exactement à ce que l'article dit ? » Il ouvre la bouche, la referme. « Je me suis mise dans une position que je m'étais juré de ne plus jamais accepter. » Alexandre, dit-elle plus bas. Elle a les larmes aux yeux. « Je me sens achetée. » Le mot le frappe comme une gifle. « Ce n'était pas... Je sais que ce n'était pas ton intention, » le coupe-t-elle. Elle recule d'un pas, mais c'est comme ça que ça ressort. Un silence lourd tombe. « Alors quoi ?» demande-t-il. « On arrête ?» La question le déchire. « Tu veux arrêter ?» insiste-t-il. Elle ne répond pas tout de suite. Elle pense au rire dans la cuisine, aux histoires du soir à 4, à Zoé qui s'est endormie la veille en tenant la main de Léo. « Je ne sais pas, » dit-elle. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle ne sait vraiment pas. Hélène intervient le lendemain. « La tempête médiatique va se calmer, » dit-elle. « Ce n'est pas que la médiatique, » rétorque Clara. « C'est l'intérieur. On peut faire un communiqué, » propose Alexandre. « Non. »
Clara secoue la tête. Je ne veux pas qu'on se justifie comme des candidats de télé-réalité. Alors, on fait quoi? Demande Alexandre, à bout. On prend du recul, répond-elle. Elle ajoute, la voix cassée. Je vais retourner quelque temps chez moi, avec Léo. Zoé pleure quand elle l'apprend. Tu t'en vas? Demande-t-elle à Clara. Pour un temps. C'est parce qu'ils ont dit des choses méchantes sur toi? Clara hésite. C'est parce que les adultes doivent ranger un peu le bazar dans leur tête, explique-t-elle. Zoé fronce les sourcils. Tu reviens? Clara sent sa gorge se serrer. Je l'espère très fort, dit-elle. Elle ne promet pas. Elle a trop appris à respecter ce mot. Alexandre la regarde partir avec Léo et un sac de voyage. Il a l'impression qu'on arrache une moitié de la maison. Ce soir-là, l'appartement est silencieux. Zoé s'endort difficilement. Dans le salon, Alexandre reste longtemps assis, le contrat de mariage devant lui. « C'est moi qui ai tout cassé », murmure-t-il. Il pense à la première question de Clara. « Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ?» Il a sa réponse. C'est arrivé. Les jours qui suivent ressemblent à un drôle de purgatoire. Clara retrouve son ancien appartement avec une sensation bizarre. Comme si elle revenait dans la version avant d'elle-même, comme si tout ce qu'elle a vécu depuis un an n'était qu'une parenthèse. Mais il suffit d'un détail pour lui rappeler que ce n'est pas le cas. Léo demande où est la chambre de Zoé. Il dit « Papa Alex » sans réfléchir. Il dit « Chez nous pour parler de l'appartement d'Alexandre ». Un soir, alors qu'il plie le linge, Léo demande « On retourne quand chez Alex ?» Clara ferme les yeux. « On ne sait pas encore, mon cœur. Vous vous êtes disputés? Un peu. Comme toi et papa avant. » Elle secoue la tête. « Non. Là, on essaye de comprendre ce qui fait mal avant que ça casse vraiment. » Léo réfléchit longtemps. « Moi, je veux pas que ça casse, dit-il. »« Moi non plus, murmure-t-elle. » Pendant ce temps, chez Alexandre, Zoé s'enferme dans un mutisme inhabituel. Camille, la psychologue, le alerte. Elle a peur que toutes les mamans s'en aillent, dit-elle. La phrase frappe Alexandre en plein cœur. Il se rend compte qu'en essayant de gérer tout ça comme un dossier, il a oublié une chose essentielle. Ce ne sont pas des parts de marché qui sont en jeu. Ce sont des cœurs d'enfants et de grandes personnes déjà fissurées. Il prend rendez-vous avec Hélène, qui le regarde sans bienveillance complaisante. « Je t'avais dit que ce serait cynique, cette histoire, » rappelle-t-elle. « Je sais, tu savais qu'il y aurait des risques. J'ai sous-estimé l'impact sur Clara, admet-il, et sur moi. » Elle penche la tête. « Tu l'aimes » La question le prend de plein fouet. Il faudrait qu'il réfléchisse, qu'il pèse les mots. Mais son cœur parle plus vite. « Oui, » dit-il. Il se fige. « Oui, je l'aime. » Il laisse la phrase retentir. « Et je ne lui ai jamais dit, » constate T. Il, abasourdi par sa propre lâcheté. Hélène soupire. « Parce que tu t'es caché derrière le contrat, » analyse T.L. « Je me suis caché derrière l'idée que si ce n'était que un accord, ce serait moins grave si ça cassait, » murmure T.Il. « Sauf qu'entre-temps, tu as commencé à vivre autre chose, » rappelle T.L. Elle le regarde. « Il va falloir que tu descendes de ton piédestal de « je contrôle tout » et que tu ailles lui dire « Alex, et si elle ne veut plus de moi, alors tu seras au moins allé au bout de ta vérité. » Clara, de son côté, finit par prendre rendez-vous avec une thérapeute. Assise face à une femme aux cheveux gris courts, elle lâche d'une traite. « Je me suis mariée sous contrat avec un PDG pour sauver son poste. » La psy ne sourcille pas. « Et j'ai fini par aimer sa fille. Et lui. » Les larmes montent. « Et maintenant, tout le monde sait que c'était un contrat. Et je me sens sale. » « Sale, comme si je m'étais vendu, » murmure T.L. La thérapeute réfléchit. « Quand vous avez signé, est-ce que vous aviez le sentiment de vous vendre ? » « Non. Vous aviez le sentiment de quoi ? De
saisir une chance pour Léo et moi. Et pour lui, de l'aider à ne pas perdre son entreprise. Donc vous vous êtes choisi, d'une certaine façon, résume la psy. Clara souffle. C'était calculé, au début. Et maintenant, Clara regarde ses mains. Maintenant, elle se met à pleurer. Maintenant, ça n'a plus rien de calculé. La psy glisse une boîte de mouchoirs. Peut-être qu'il est temps de changer la nature du contrat, alors, propose-t-elle. Comment? En disant les choses. Clara éclate de rire à travers ses larmes. Vous vous êtes donné le mot. Ou quoi? Pardon? Mon ami dit ça. Ma meilleure amie dit ça. Mon cerveau dit ça. Elle secoue la tête. Mais mon cœur, lui, me hurle de me méfier. De qui? De lui, de moi, de tout. La psy ne minimise pas. Vous avez été blessé, rappelle-t-elle. C'est normal que votre cœur ait appris à se méfier. Elle ajoute, vous pouvez aussi lui apprendre autre chose, maintenant. Un mercredi après-midi, le hasard ou autre chose décide de jouer. Clara sort du cabinet de la psy et marche vers l'arrêt de tram. Il bruine, la ville est grise. Elle tourne au coin d'une rue et tombe nez à nez avec Alexandre. Il est sous un parapluie, veste ouverte, l'air égaré. Clara? Alex. Ils restent là, comme deux adolescents qui se croisent après une dispute, au milieu du trottoir. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-elle. « Ça pourrait être une jolie coïncidence, » répond-il. Il montre la plaque du cabinet derrière elle, mais en réalité, j'attendais. Elle fronce les sourcils. « Tu me suivais ? Hélène m'a dit que tu avais pris rendez-vous ici, » avoue-t-il. Elle ouvre la bouche, prête à s'emporter. « Avant que tu ne dises que c'est intrusif, je sais, la devance-t-il. Il prend une inspiration. Je ne savais juste plus comment te parler. Il baisse légèrement le parapluie pour qu'il soit vraiment face à face. « Je suis désolé, Clara, » dit-il. Elle reste silencieuse. Pas juste pour l'article, pas juste pour la clause. Il cherche ses mots. « Je suis désolé d'avoir laissé croire que tu étais un paramètre à ajuster. » Elle déglutit. « Tu ne l'as pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, » murmure-t-elle. « Je sais. » Il s'avance d'un pas. « J'ai voulu contrôler l'histoire, comme je contrôle une entreprise, » explique-t-il. Il secoue la tête. « Sauf que toi, Léo, Zoé, vous n'êtes pas des colonnes dans un tableau. » Un petit rire nerveux lui échappe. « Il m'a fallu te perdre pour comprendre à quel point tu étais devenu mon centre de gravité. » Clara sent son cœur rater un battement. « Tu dis ça parce que tu as peur de perdre ton image, » rétorque-t-elle, sur la défensive. « Je dis ça parce que je t'aime, » répond-il. Les mots tombent, clairs. La pluie, le bruit de la ville, tout semble s'éloigner une seconde. « Je t'aime, » répète-t-il. Il la regarde droit dans les yeux. « Je t'aime, toi, avec ta façon de toujours avoir 3 plans B dans ton sac. Je t'aime avec ta peur de manquer et ta façon de rire seulement quand tu es vraiment en confiance. » Il inspire. « J'aime la façon dont tu as pris soin de Zoé sans essayer de remplacer Ariane. La façon dont tu as tenu tête à mon oncle lors du dîner où il t'a parlé comme si tu étais une employée. » Elle se souvient de ce dîner-là, du ton condescendant de l'oncle, de la façon dont elle avait calmement répondu. « Je ne suis pas payé pour vous plaire. J'aime la façon dont tu regardes Léo comme s'il était le plus grand miracle du monde, » continue Alexandre. Il a les yeux humides, et j'aime la vie qu'on a construite, même si elle a commencé par un papier. Clara sent ses défenses se fissurer. « Tu aurais pu me le dire avant que toute la France ne sache pour notre contrat, » murmure-t-elle. « J'avais peur que si je le disais, ça devienne réel, » avoue-t-il. « C'est déjà réel. » Il reste là, sous la bruine, à se regarder. « Tu attends quoi de moi ?» demande-t-elle, la voix rauque. « Que tu me dises la vérité, » répond-il. Elle prend une grande inspiration. « Je t'aime aussi, Alex, » finit-elle par dire.
C'est comme si les mots lui brûlaient la langue, et en même temps, la soulageaient. Je t'aime, toi, ta manie de faire des listes pour tout, même pour les vacances. Un sourire lui échappe. Je t'aime quand tu lis l'histoire du soir, en changeant les voix des personnages pour Zoé et Léo. Ses yeux brillent. Je t'aime même quand tu reçois un mail du conseil et que tu te mets à tourner en rond dans le salon comme un lion en cage. Elle essuie une larme. « Mais j'ai peur », ajoute-t-elle. « Moi aussi », répond-il. Ils restent un moment à juste se regarder. Deux adultes qui avouent enfin ce qu'ils auraient préféré garder sous le tapis. « Alors on fait quoi ?» demande TL. « On réécrit le contrat », propose T-il. Elle lève les yeux au ciel. « Tu ne peux pas t'empêcher. Cette fois, ce sera un contrat oral, poursuit-il. Il prend sa main. Article 1. On arrête de laisser des avocats et des vieux statuts décider de notre vie. Approuvé, répond-elle. Article 2. On va voir les enfants. On leur explique. On ne cache plus. Approuvé. Article 3. On s'autorise à être heureux, même si certains trouvent notre histoire bizarre. Elle hésite. Ça va me demander un peu de temps, avoue-t-elle. On a du temps, répond-il. Il serre un peu plus sa main. Je ne demande pas que tu reviennes ce soir, ni demain. Je demande qu'on trace un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Elle ferme les yeux une seconde, laisse la proposition se déposer. Viens ce soir, dit-elle finalement. Chez toi, chez nous, corrige-t-elle. Un sourire tremblant passe sur son visage. Léo va me tuer si je fais traîner ça. Le soir, dans le petit appartement, ils se retrouvent à 4. Léo saute au cou d'Alexandre. Tu reviens ? Si ta maman est d'accord. Léo se tourne vers Clara. Tu es d'accord ? Elle rit en larmes. Oui. Zoé arrive, timide. Toi aussi tu reviens ? Demande-t-elle à Clara. Si vous voulez de moi ? Oui. La petite se jette dans ses bras. Après le dîner simple, pâtes et sauce tomate, parce que certaines choses restent, ils s'installent tous dans le salon. Clara et Alexandre expliquent, avec des mots d'enfant, le contrat, l'article, leurs peurs, leurs sentiments. Alors, au début, c'était pour un papier, résume Léo. Oui, admet Alexandre. Mais maintenant c'est pour de vrai ? Il regarde Clara. Oui, répond-elle. Zoé réfléchit. Ça veut dire que vous allez arrêter de faire semblant quand vous vous tenez la main ? Ils éclatent de rire. Oui, confirme Alexandre. Quelques mois plus tard, ils déménagent tous les 4 dans un nouvel appartement, à mi-chemin entre l'école des enfants et le siège d'Aldea. Clara reprend son travail, mais à ses conditions. Elle organise des événements, certains pour le groupe hôtelier, d'autres pour des associations qui lui tiennent à cœur. Elle se surprend à dire parfois, avec un petit sourire, « Mon mari », et à sentir que ce n'est plus un rôle. Alexandre, lui, renégocie les statuts de l'entreprise. « Cette clause est discriminatoire », dit-il au conseil. « Elle a protégé l'image de la société », proteste l'oncle. « Non, elle a failli la faire exploser. Corrige-t-il. Il est ferme. Je refuse que la vie privée des dirigeants soit prise en otage pour des questions de contrôle. » Hélène glisse un mot à Clara plus tard. « Tu vois, il ne réécrit pas que vos contrats. Il réécrit aussi ceux de son monde. » Un soir d'automne, sur le balcon de leur nouvel appartement, Clara et Alexandre regardent les lumières de la ville. Les enfants dorment, épuisés par une journée de vélo. « Si on t'avait dit, il y a 2 ans, que tu serais là, marié à un PDG, tu aurais fait quoi ?» demande Alexandre. « J'aurais commandé un autre verre de vin et rigolé, » répond-elle. « Et toi, si on t'avait dit que tu te marierais sous contrat, puis que tu tomberais amoureux après, j'aurais demandé à virer l'auteur de cette histoire de mon conseil d'administration, plaisante-t-il. » Il rit. Le silence qui suit est doux. « Tu regrettes ?» demande-t-elle soudain. « Quoi ? Le contrat, l'article, tout. » Il réfléchit.
Je regrette de t'avoir blessé, dit-il. Moi aussi. Mais je ne regrette pas ce que ça a fait de nous, ajoute-t-il. Elle sourit. On était deux blessés qui ont essayé de faire les malins avec un papier, résume-t-elle. Et on a fini par faire quelque chose de plus fort que ce papier, répond-il. Elle se penche contre lui, pose la tête sur son épaule. Tu sais ce qui me rassure maintenant? Dis-moi. Ce n'est plus ce qu'il y a écrit dans un contrat, murmure-t-elle. Elle ferme les yeux. C'est la façon dont tu me regardes quand je rentre, même échevelé avec de la farine sur le pull. Il sourit. Moi, ce qui me rassure, c'est de voir Léo et Zoé se disputer pour savoir qui a mangé le dernier yaourt, dit-il. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils se voient comme frères et sœurs. Un silence. Et nous? demande-t-elle. Nous? Il réfléchit. On a commencé comme associés malgré nous. Il tourne la tête vers elle. Maintenant, on est ce qu'on aurait dû être dès le départ. Quoi? Deux personnes qui choisissent de s'aimer, chaque jour, même quand c'est compliqué. Elle sourit, les yeux brillants. Tu te rends compte qu'on est plus ringard qu'un téléfilm de Noël, là? C'est possible, oui, admet-il. Ils éclatent de rire, puis s'embrassent. Dans la chambre, Léo tourne dans son sommeil. Zoé marmonne quelque chose. Leurs rêves sont faits d'école, de vacances, de gâteaux et de petits drames d'enfants. Dans le salon, sur une étagère, un classeur renferme encore le contrat initial, annoté, raturé, dépassé. Il est là comme un rappel. Au début, c'était une question de chiffres, de statut, de stabilité à vendre. Mais ce qui a vraiment tout changé, ce n'est pas ce contrat-là. C'est celui qu'ils se sont fait. Un soir de pluie, au coin d'une rue, dire la vérité, protéger les enfants, ne plus laisser la peur décider à leur place et s'autoriser, enfin, à vivre un vrai amour, né d'un mariage qui ne devait être qu'un arrangement. Un mariage contractuel, devenu, jour après jour, une histoire d'amour qu'aucun papier n'aurait pu prévoir.